J'aime les morts au cinéma. Alors je vous rassure tout de suite, si j'apprécie qu'un personnage meure, ce n'est pas parce que je suis un sadique. Enfin, pas que. Comme vous le savez, ce que j'aime dans le cinéma, c'est ressentir des émotions. Il faut reconnaître que la mort d'un personnage est un bon moyen d'avoir un impact émotionnel chez le spectateur. Mais ce n'est pas la principale raison. Outre la satisfaction du méchant qui reçoit une juste récompense, ou la tristesse que l'on déverse par hectolitres, la mort est avant tout chargée de sens. Elle peut être le triomphe des idéaux moraux, symboliser le prix d'un grand pouvoir, mais également celui de la vanité. Ou tout simplement ajouter une tension, faire comprendre que personne n'est à l'abri. Et parmi toutes les morts du cinéma, il y en a une en particulier qui est lourdement chargée de sens et surtout qui a un impact majeur sur toute une saga. C'est parti. Sorti en décembre 2001 et réalisé par Peter Jackson, La Communauté de l'Anneau est le premier opus de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le film nous raconte comment Frodon, un jeune hobbit de la comté, hérite de son oncle Bilbon d'un anneau magique capable de rendre invisible. Gandalf le magicien lui apprend que Sauron, le Seigneur des Ténèbres, est de retour et surtout que l'anneau lui appartient. Si Sauron remet la main sur son anneau, il retrouvera l'ensemble de ses forces. Gandalf enjoint donc Frodon à quitter la comté accompagné de Sam Gamgee, son fidèle jardinier, et lui donne rendez-vous à Bré, un village des hommes. Pendant ce temps, le magicien va trouver conseil auprès de Saruman, le chef de son ordre. Durant leur voyage, les deux hobbits croisent Merry et Pippin, mais n'ont pas le temps de faire la causette qu'ils sont poursuivis par les Nazgûl, les spectres serviteurs de Sauron. La peur leur donne l'incroyable capacité de courir plus vite qu'un cheval malgré leurs toutes petites jambes, et les quatre compères réussissent de peu à échapper aux Nazgûl. Mais comme une galère ne vient jamais toute seule, une fois arrivés à Bré, ils se rendent compte que Gandalf n'est pas là. Faut dire que le magicien a décidé de tout plaquer pour devenir une toupie. Heureusement, il avait envoyé Aragorn, un rôdeur du Nord, pour conduire les hobbits en lieu sûr. Sur le trajet, ils sont à nouveau attaqués par les Nazgûl et grâce à l'intervention courageuse d'Aragorn, le petit groupe s'en sort, mais pas indemne. Durant l'affrontement, Frodon a été blessé par une arme maudite. La troupe arrive malgré tout chez les elfes de Fontcombe où Frodon reçoit des soins. Plusieurs représentants des peuples de la Terre du Milieu sont présents dont Boromir, seigneur du Gondor, Legolas du Royaume Sylvestre et Gimli, un nain dont la barbe finement tressée exalte dans nos cœurs des envies de caresses. Ouais, même Gandalf, qui a réussi à échapper à Saruman, est présent. Lors de ce conseil, on apprend qu'Aragorn est en fait le dernier héritier encore en vie des anciens rois du Gondor. Ce qui ne semble pas convaincre Boromir qui considère que le Gondor n'a pas de roi, il n'en a pas besoin. Et après moult discussions animées, il est décidé de détruire l'anneau là où il a été forgé, dans le volcan de la montagne du destin. Reste maintenant à savoir qui va accomplir ce long chemin, parce que mine de rien, la montagne du destin, c'est pas la porte à côté, et il ne suffit pas de chevaucher des aigles géants pour s'y rendre. Voyant que l'anneau engendre la discorde, Frodon se porte volontaire pour cette tâche ardue. Rejoint par des membres du conseil, la communauté se forme. Leur voyage est long et fastidieux, surtout que petit à petit, l'anneau étend son emprise dans l'esprit de Boromir. Ils sont en plus contraints de passer par les mines de la Moria, une ancienne citadelle des nains abandonnée. Enfin, pas tant que ça, car des tam-tams se font entendre des profondeurs, et la communauté est vite submergée par des orques et des gobelins. Durant leur fuite, Gandalf affronte l'incroyable Balrog, et tous deux finissent par chuter dans les abysses de la montagne. La communauté en deuil trouve refuge dans la forêt de l'Alurien. Les elfes qui sont vachement sympas leur viennent en aide en leur offrant nourriture et surtout des bateaux pour accélérer leur voyage. Et c'est durant une escale que Boromir, toujours plus troublé par l'anneau unique, tente de le prendre à Frodon qui réussit à s'enfuir. C'est le moment choisi par une troupe d'orques de Saruman pour attaquer la communauté. Malgré le sacrifice de Boromir, Merry et Pippin sont enlevés. Aragorn, Legolas et Gimli décident d'aller à leur rescousse, tandis que Frodon et Sam continuent leur chemin pour détruire l'anneau. La communauté est dissoute, et c'est la fin de ce premier opus. Ce film, et les deux autres qui suivirent, furent un immense succès aussi bien critique que commercial. La communauté de l'anneau est toujours notée 8,9 sur 10 sur IMDb et 4,5 étoiles sur 5 sur Allociné, et le box-office est estimé à plus de 898 millions de dollars pour un budget de départ de 93 millions. Peter Jackson et son équipe réussissent le défi d'adapter ce qui a toujours été considéré comme inadaptable. Ce succès a également eu un énorme impact sur le cinéma en relançant les films fantastiques, un style pourtant très présent dans les années 80 et qui avait presque disparu durant les années 90. Et je pense que si la trilogie du Seigneur des Anneaux est autant une réussite, c'est avant tout parce que l'on ressent à chaque instant tout l'amour et le respect de Peter Jackson et de toute son équipe pour l'œuvre originale.
Les dizaines d'heures de making-of que Peter Jackson a eu le génie de tourner nous prouvent d'ailleurs à quel point ils étaient tous investis dans ce film. Durant une interview chez Charlie Rose en 2002, Peter Jackson déclare ceci. En termes de matériel thématique, nous ne voulions pas mettre notre propre bagage. Je veux dire, nous n'avions aucun intérêt à mettre nos messages dans ce film. Mais nous avons pensé que nous devions honorer Tolkien en y insérant ses messages. Et nous pensions qu'il se souciait des choses, vous savez, de la campagne et de la montée du mal. Et il se souciait passionnément de certaines questions. Et nous avons pensé que ce que nous devrions faire pour lui rendre hommage, c'est nous assurer que ce qui lui tenait à cœur se retrouve dans le film. Tout cet amour, tout ce respect de l'œuvre originale se retrouve dans une scène. Une scène qui est à la quintessence de tout ce qu'une mort au cinéma peut avoir de symbole. Une scène qui semble anodine et qui pourtant apporte énormément de choses à toute une saga. Les derniers instants de Boromir à la fin du film. Non. Non. Ah, ils ont enlevé les petits. Restez tranquille. Frodon. Où est Frodon? Je l'ai laissé s'en aller. Alors vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. L'anneau, j'ai essayé de le lui prendre. Sachez qu'à présent l'anneau est hors d'atteinte. Pardonnez-moi. Je n'avais pas réalisé. À cause de moi, vous allez tous échouer. Non, Boromir. Vous avez combattu bravement. Votre honneur est sauf. Laissez-la. Ça n'est fini. Le monde des hommes va s'effondrer. Tout ne sera que ténèbres. Et ma cité sera détruite. J'ignore quelles sont les forces qui me restent, mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la Cité Blanche. Ni notre peuple échoué. Notre peuple. Notre peuple. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Repose en paix, fils du Gondor. Ils attendront son retour de la Tour Blanche. Mais il ne reviendra pas. La première interprétation que l'on pourrait faire de la mort de Boromir est qu'il subit les conséquences de s'être laissé tenter par le pouvoir de l'anneau. Mais je n'aime pas cette interprétation. J'ai toujours eu du mal avec la notion de retour de karma. Et surtout, cette interprétation ferme la porte à toute autre symbolique. Non. Pour moi, la mort de Boromir est avant tout un acte de rédemption. Je trouve ça plus pertinent car le sacrifice personnel pour le bien des autres est un des thèmes que l'on retrouve à plusieurs moments de l'œuvre de Tolkien. L'amour, l'amitié et le dévouement sont des forces puissantes contre l'obscurité. Et au-delà d'être un acte de rédemption, la mort de Boromir est surtout la naissance d'un espoir. Dans l'histoire de la Terre du Milieu, la race des hommes est en déclin. Même s'il ne manque pas de bravoure, petit à petit les hommes se replient sur eux-mêmes, plus envieux de leur gloire passée qu'intéressés par leur futur. Et surtout, leur attrait pour la tentation et la corruption en font des cibles de choix pour Sauron. La mort de Boromir n'est pas pour autant un symbole de la fatalité des hommes. Bien au contraire, elle permet surtout l'essor d'Aragorn. Les deux personnages représentent les deux facettes d'une même pièce. Boromir, malgré sa beauté, sa vaillance et son courage, est pourtant le représentant de cette vulnérabilité de la race humaine face au désir de pouvoir et de gloire. Tandis qu'Aragorn, discret et habillé pauvrement, fuit depuis longtemps son héritage car il est persuadé que la même faiblesse coule dans ses veines. Bien évidemment, les deux hommes sont immédiatement en confrontation. Boromir ne reconnaît pas Aragorn comme son roi,
bien que ce dernier soit le descendant direct des rois d'antan. Mais lorsque Boromir, alors mourant, apprend que le rôdeur, confronté au même choix que lui, ne succomba pas au pouvoir de l'anneau, il reconnaît en Aragorn le futur des hommes. Aragorn fait face à la destinée qu'il évite depuis des décennies, prononce alors les paroles suivantes. J'ignore quelles sont les forces qui me restent, mais je vous jure que jamais je ne laisserai prendre la Cité Blanche. Ni notre peuple échoué. Ce à quoi Boromir répond. Je vous aurais suivi, mon frère. Mon capitaine. Mon roi. Par ces dernières paroles, Boromir intronise Aragorn en tant que roi, et par la même occasion, c'est l'espoir qui renaît pour la race des hommes. L'espoir qui est également un des thèmes forts, si ce n'est LE thème principal de la saga du Seigneur des Anneaux. L'espoir de réussir à détruire l'anneau, de permettre à son peuple de voir un nouveau jour se lever, ou de simplement revoir ses amis. Et comme pour marquer cette destinée, lorsqu'Aragorn, encore enfant, fut caché à Foncombe par sa mère, elle lui donna un autre nom, Estel, qui signifie espoir dans la langue des elfes. Vous l'aurez compris, le décès de Boromir est d'une importance cruciale. Elle est l'élément pivot qui fait basculer tout le reste de la saga et surtout représente l'ensemble de ses grands thèmes. Et ça, Peter Jackson l'a très bien compris, car de nombreux détails ont été ajoutés dans la mise en scène. Pour faire simple, car nous aurons l'occasion d'en reparler de manière plus approfondie, la mise en scène est l'art de composer et de coordonner tous les éléments visuels et auditifs d'un film pour raconter une histoire et transmettre des émotions. Cela comprend le décor, les effets sonores, la position et les mouvements des acteurs, de la caméra, etc. Par exemple, l'évolution de la relation entre les deux personnages est clairement visible dans la mise en scène. Comme dit plus tôt, cette relation est avant tout conflictuelle. Les échanges entre ces deux personnages sont souvent représentés via des chants contre chants, et dont bien souvent Boromir est un léger contre-plongé comme pour symboliser sa prédominance. Lors de la scène de la Lorien, les deux personnages commencent à se comprendre, et lorsqu'ils partagent leurs souvenirs de Minas Tirith, la grande cité des hommes, ils sont ensemble dans le même plan et regardent dans la même direction. Et pour la première fois dans tout le film, lors de la mort de Boromir, les deux personnages sont ensemble, face à face, dans le même plan, avec cette fois la prédominance d'Aragorn. Le baiser d'Aragorn est également un ajout du film par rapport au livre. Là aussi, je trouve que c'est un choix de mise en scène très symbolique. Cet acte doux est à la fois un geste fraternel et le symbole de la rédemption. Boromir est ainsi pardonné de sa faiblesse. Autre détail qui a également son importance, les vocalises que l'on entend en arrière-plan sont en fait des chants elfiques. Ce chant déclame qu'un guerrier ne doit pas être aimé pour sa gloire, mais pour les choses qu'il défend. Mais ça, vous le saviez déjà. Dans une œuvre cinématographique, la mort d'un personnage est un acte symbolique qui ne doit pas être traité à la légère. Les derniers instants de Boromir en est un parfait exemple. En une scène, le film évoque la rédemption du personnage, l'espoir qui renaît pour le peuple des hommes et surtout, l'acceptation de sa destinée par Aragorn. Dans le fond, par les thèmes qu'elle aborde, comme dans la forme par la mise en scène et les cadrages, cette scène est pour moi l'exemple parfait de tout ce que la mort d'un personnage peut apporter à un film.